Bien, bonjour à tous. Merci pour votre présence à ce webinaire autour de la santé mentale dans le sport. Un webinaire qui est proposé par le Mouvement olympique et sportif territorial, MOST, donc qui est le nom que l'on donne aux actions menées conjointement par les comités départementaux olympiques et sportifs et le Cross Bretagne. Un webinaire qui devrait durer entre 17 heures et jusqu'à 18h30 grand maximum. Un webinaire qui sera décomposé en trois parties. Une première un peu plus introductive avec Annick Durny, qui est vice-présidente du Cross Bretagne et l'élu en charge du sport santé. On aura une deuxième partie avec le Césaire et notamment Monsieur Brissot et Madame Massot sur l'étude menée sur la santé mentale des jeunes. Et on aura une dernière partie autour de PSSM France, donc initialement prévu par Julie Ginquet, qui malheureusement, voilà, de dernière minute, n'a pas pu se rendre disponible. Donc voilà, on fera un petit topo très rapide sur les formations existantes autour de la santé mentale. Annick, je te laisse me compléter et puis prendre la main en tant que vice-présidente du CROSS et puis animatrice de l'EDT. Merci Dylan. Bonjour à tous. Ravi de ce webinaire et de savoir que on est une petite vingtaine de personnes connectées. Je pense qu'il y a normalement une trentaine d'inscrits, c'est ça? Donc les retardataires vont venir au fur et à mesure. En tout cas, alors je vais prendre la main. Je vais effectivement démarrer. Je contrôle. Hop, normalement c'est bon. Ouais, ça marche. Donc je vais prendre la main pour cette petite introduction et vous dire d'abord qu'en tant que vice-présidente du CROSS, mais aussi de par ma sensibilité à la psychologie du sport et à la psychologie de la santé, je suis ravie d'introduire ce webinaire par un rappel d'éléments théoriques. Alors l'idée, c'est pas de vous assommer, hein, je sais qu'il est 17 heures, qu'on est tous un peu fatigués, mais histoire de bien poser la thématique, la discussion, qui donnera peut-être l'envie de poursuivre cette réflexion par d'autres thématiques qu'on pourra approfondir la saison prochaine, par exemple. En effet, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que nous sommes convaincus que pratiquer une activité physique ou un sport régulièrement peut non seulement avoir des effets bénéfiques sur le corps, mais aussi avoir des effets bénéfiques dans la tête. Bref, pour nous en entier, en totalité. Le corps humain, il est conçu pour bouger et le fait de pratiquer régulièrement une activité physique ou un sport permet donc d'assurer à la fois son bon fonctionnement physique, mais aussi son bon fonctionnement mental et donc de nous permettre d'être mieux avec les autres. Je viens d'introduire là le modèle théorique de la santé qui est accepté et reconnu depuis une cinquantaine d'années maintenant. Et ce modèle, il sert de support à la réflexion et politiquement également à l'orientation des mesures visant l'entretien, le développement de la santé pour tous les Français. On considère donc que la santé, c'est un état qui évolue avec l'âge, qui varie d'une personne à l'autre tout au long de sa vie. On a identifié aussi de nombreux facteurs généraux qui influencent notre santé, le lieu de vie, l'environnement physique, l'environnement social, l'hygiène de vie, la culture, le sexe, l'éducation, les relations sociales, les habitudes. Ces différents facteurs sont considérés comme des déterminants de la santé globale, générale. Donc, ce que je voudrais dire à ce moment de l'introduction, c'est que finalement, notre cadre de réflexion, il considère la santé comme une ressource, un atout pour notre vie quotidienne. La santé, c'est donc un concept positif qui met en valeur, qui met en équilibre les capacités physiques, les capacités cognitives, le psychisme, l'humeur et les relations sociales de l'individu. Alors ce soir, on vous propose une focale sur la santé mentale. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, définit la santé mentale comme étant un état de bien-être dans lequel un individu prend conscience de ses propres capacités, peut faire face au stress normal de la vie, peut travailler de manière productive, se trouve en état d'apporter une contribution à sa communauté. Et selon cette définition, une bonne santé mentale est présente donc quand une personne se sent capable d'accomplir les tâches de la vie quotidienne, faire des projets, participer aux activités du collectif auquel elle appartient. Bref, quand elle se sent bien, quand elle est capable d'avoir des relations sociales et d'agir pour son autonomie.
Sur le sujet, les études, les enquêtes sont de plus en plus nombreuses, notamment depuis la phase Covid, et elles ont montré que les personnes avec une santé mentale fragile ont tendance à adopter davantage de comportements sédentaires. Une première étude réalisée en France en 2017, donc avant le Covid, indiquait déjà que des participants ayant un trouble psychologique qui va de la mélancolie à la dépression sévère passaient en moyenne 7 à 8 heures, voire plus de temps encore, dans des positions sédentaires, assises ou couchées, que les participants bénéficiant d'une bonne santé mentale. Cela confirme évidemment nos propres ressentis. Une petite focale sur le bien-être. Parce que forcément, parler de santé mentale, on va aborder aussi la notion de bien-être. Être bien, c'est quoi? C'est à la fois difficile à définir de manière générale, mais finalement assez simple à expliquer d'un point de vue individuel. D'abord, c'est aussi un état qui varie selon l'âge, qui est dépendant de l'état de santé général. On dit que le bien-être, c'est un état agréable, positif donc, qui résulte de la satisfaction des besoins physiologiques, sociaux et psychiques. Et c'est l'indice de qualité de vie qui est le moyen d'évaluer ce sentiment de bien-être. Alors, pour calculer cet indice, il y a plein d'outils. Il y a plein de questionnaires, notamment, qui ont été validés scientifiquement et qui sont utilisés dans différentes situations. La majorité de ces questionnaires reposent sur des modèles théoriques. Je cite sur cette dia le modèle de Keyes 2008, qui renvoie à la capacité de l'individu à actualiser son potentiel sur 6 dimensions: acceptation de soi, relations positives avec les autres, croissance personnelle ou développement personnel, but dans la vie, contrôle de son environnement et autonomie. Et il est admis aujourd'hui que la pratique régulière, régulée et raisonnée d'une activité physique a une influence significative sur le sentiment de bien-être. Et je pense qu'on est tous nombreux à avoir testé déjà et savourer ce sentiment après un footing, après une séance de tennis, de randonnée ou une séance de yoga. La santé mentale et le sport méritent donc tout notre intérêt, d'où ce webinaire de ce soir. Ainsi, on le sait aussi, les protocoles médicaux intègrent de plus en plus l'activité physique dans la vie des patients au sein d'un parcours d'hospitalisation. Tous les constats semblent indiquer que chez les patients hospitalisés atteints de maladies mentales, on constate une nette amélioration de la qualité de vie via l'exercice physique. Et cette pratique d'activité physique ne vise pas la performance, elle doit être la plus agréable possible. Se pose alors, évidemment, elle repose sur le choix volontaire du patient quant au lieu, la temporalité, l'intensité et le rythme de cette pratique. Mais on va quitter un petit peu l'activité physique pour les patients et revenir tout simplement pour nous, quoi. Nous, êtres humains, en pleine forme, motivés et puis parfois un petit peu fatigués, un peu saturés, un peu énervés, un peu frustrés. Et donc, on sait que les effets de la pratique d'activité physique sur la santé mentale sont plutôt bien identifiés aujourd'hui. Parmi ces effets, je vais en lister quelques-uns. D'abord, effet immédiat sur la réduction du stress. Parmi les problèmes de santé mentale les plus répandus en Occident, dans notre civilisation ultra numérique et ultra rapide, on trouve le stress. Ce facteur, il affecte la qualité de vie des personnes. La raison, elle est principalement biologique, puisqu'on sait que le stress augmente le niveau de cortisol et d'adrénaline, il influence la tension artérielle et augmente la sollicitation cardiaque. Donc, par la pratique d'une activité physique et sportive, on peut réguler ces niveaux, on peut libérer des endorphines, ces substances chimiques qui améliorent l'humeur et agissent comme des analgésiques naturels. Et en faisant du sport régulièrement, les niveaux de dopamine, de sérotonine, de noradrénaline vont augmenter et réguler les émotions. La pratique, elle permet aussi d'apprendre à mieux écouter son corps, à mieux gérer ses émotions. Et c'est bien pour cela que pratiquer une activité physique au moment où on ressent du stress est très efficace pour lutter contre les effets de ce dernier. Au niveau des performances cognitives, on sait également que la pratique d'activité physique améliore la vascularisation du cerveau et la création de connexions nerveuses, ce qui amène à une optimisation de ces performances qui facilite la prise de décision et la résolution des problèmes. Autre effet sur la santé mentale, c'est l'amélioration de la qualité du sommeil. On sait que le sommeil, c'est un facteur important de notre humeur.
Les études montrent que le sommeil des sportifs est de meilleure qualité que celui des non-sportifs. On l'a dit précédemment, le sport réduit les niveaux de stress, augmente la relaxation, régule les cycles de sommeil. Donc faire du sport, c'est une solution idéale pour toute personne souffrant de troubles du sommeil. Il a été également démontré que l'exercice physique régulier et modéré par la régulation du rythme cardiaque et de la température corporelle favorise un sommeil plus réparateur, ce qui aide à maintenir une humeur stable et à faire face aux aléas de la vie quotidienne. En consommant de l'énergie et en fatiguant les muscles, on incite le corps à se reposer, ce qui provoque une somnolence naturelle qui améliore l'endormissement et le sommeil, notamment chez les personnes qui éprouvent des difficultés à s'endormir. Donc, il faut continuer à faire nos abdos le soir avant de se mettre au lit pour bien dormir. Troisième impact, la confiance en soi. La confiance en soi, elle correspond à une dimension psychologique qui nous amène à nous engager dans l'action. Avoir confiance en soi, c'est se sentir capable de réaliser une tâche parce que l'on sait que l'on possède les capacités nécessaires pour cela. Et les études ont d'ailleurs montré qu'une pratique sportive régulière améliore la perception de soi et l'image corporelle. Il est alors possible de se fixer des objectifs raisonnables qui nécessitent des efforts à fournir, mais surtout des efforts acceptables et dont on peut être fier une fois que le projet est réalisé. Du coup, ça fait aussi du bien à l'estime de soi, qui, elle, correspond plus au jugement général que l'on porte sur soi-même. Et surtout, ça permet de se prouver à soi-même que l'on est capable de faire face à des difficultés et atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. La pratique d'activité physique en collectif, elle renforce également l'idée d'appartenance sociale. Le sport rapproche, tisse des liens de confiance entre les coéquipiers. Ça a un impact évidemment sur la confiance en soi. Ça se répercute également dans la vie quotidienne puisque les actions sont menées avec plus de confiance en soi, mais aussi avec plus de confiance envers les autres. Et puis, ça rend de bonne humeur. Ça améliore le sentiment de bien-être, faire du sport ou de l'activité physique. En fait, on la qualifie dans la littérature de distraction positive. Ça devrait être obligatoire, quoi. L'attention est détournée des pensées négatives puisqu'on est obligé de se concentrer sur l'action qu'on réalise. Les recherches ont donc montré que l'activité physique, elle favorise l'augmentation des neurotransmetteurs. C'est ce petit messager chimique qui assure la transmission d'informations d'un neurone à l'autre. Parmi ceux-ci, il y a l'endorphine, qui est aussi l'hormone responsable de la sensation de bien-être, j'en ai parlé tout à l'heure, la sérotonine, qui a des propriétés antidépressives, et l'ocytocine, qui entraîne également une sensation de bien-être. Et on sait que ces hormones sont d'autant plus sécrétées si l'activité physique se déroule en extérieur. De fait, l'activité physique et la pratique sportive sont recommandées tout au long de la prise en charge de certains troubles psychiques. Nous venons de démontrer que l'activité physique a des effets positifs sur notre bien-être mental. Il faut savoir que plusieurs pays, la France commence à le faire tout doucement, prescrivent l'exercice physique comme traitement de première intention contre les troubles mentaux. Ainsi, en 2022, une étude menée par une université australienne et publiée donc par le British Journal of Sports Medicine a démontré que pratiquer une activité physique serait 1,5 fois plus efficace que les médicaments face à la dépression et à la détresse psychologique, ce qui est essentiellement dû à certaines stimulations neuronales et hormonales. Les symptômes du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité peuvent également être soulagés partiellement par la pratique d'un sport dès l'enfance. L'explication serait que l'augmentation du rythme cardiaque par l'activité physique permettrait de mieux se maîtriser et se concentrer. On vient de constater que la pratique d'activité physique et de sport a donc de nombreux bénéfices sur la santé, qu'elle soit physique ou mentale ou sociale. Mais il a également été prouvé scientifiquement qu'à l'inverse, prendre soin de sa santé mentale peut améliorer les performances sportives, car elle favorise un sommeil réparateur et une meilleure concentration durant l'effort. La santé mentale est donc aussi importante que la santé physique. Malheureusement, le sport n'est pas la solution universelle pour tous les problèmes de santé mentale, mais en tout cas, ce qu'on peut retenir ce soir, c'est qu'il est un outil efficace pour aider à gérer certains symptômes et améliorer la santé mentale en général, parce qu'il est un booster de la biologie de notre cerveau.
On constate néanmoins que certaines personnes sont très très boostées et peuvent avoir recours à l'exercice physique de manière excessive pour fuir leurs émotions lorsqu'elles souffrent d'un trouble anxieux ou d'un trouble obsessionnel compulsif ou encore d'un trouble du comportement alimentaire. Cela peut avoir des effets néfastes physiques et psychologiques à long terme, comme aggraver l'anxiété ou augmenter le risque de blessure en cas de surentraînement. La dépendance à la pratique d'activités physiques et sportives est aujourd'hui considérée comme une atteinte à la santé mentale et porte le nom de bigorexie. Les personnes concernées peuvent se sentir très coupables lorsqu'elles ne font pas d'exercice et renoncer à la nourriture ou aux événements sociaux pour s'entraîner et donc s'isoler progressivement des autres. Bref, comme je n'aime pas terminer sur une note négative, je vais conclure en disant que l'exercice, en tant que facteur clé du mode de vie, joue un rôle important dans l'optimisation de notre santé mentale. Nous devons être de plus en plus nombreux à être formés sur la question et les messages de santé publique sur le sujet doivent aller dans ce sens. Je vais laisser maintenant la parole aux représentants du Césaire pour aborder cette question sur une population fortement fragilisée depuis quelques années et que je connais très très bien puisque je les rencontre régulièrement. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas si on a le temps ou pas. Merci Annick. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. On aura un petit temps à la fin des interventions pour pouvoir y répondre. Ok. Donc voilà, n'hésitez pas à les écrire. On pourra y revenir tout à l'heure. Merci beaucoup Annick pour cette introduction sur la santé mentale et comprendre ce que l'on veut dire derrière ce terme et tous les bénéfices qu'on peut voir avec l'activité physique. On va maintenant du coup se concentrer plus sur une partie de la population, les jeunes, et notamment avec l'étude mise en place par le Césaire. Merci Monsieur Brissot et Mireille Massot pour cette étude et votre intervention. Je vous laisse la parole et puis si vous avez des questions, on y reviendra aussi tout à l'heure. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de prendre un peu de temps pour partager avec nous les résultats d'une étude que nous avons finalisée il y a près d'un an sur la santé mentale des jeunes et dont nous allons vous présenter la synthèse avec Mireille Massot. En quelques mots, une présentation un petit peu de notre assemblée pour ceux qui ne nous connaissent pas forcément. Donc, on est l'Assemblée consultative de la région, Conseil économique, social et environnemental de la région, donc le Césaire, composé de 120 membres qui représentent 4 collèges, un collège d'associations, de mutuelles, de vie collective, un collège de syndicats de salariés et un collège qui représente les entreprises, la vie des entreprises. Donc, ces membres travaillent ensemble et font des études et ils rendent des avis au conseil régional pour l'éclairer en fait sur l'ensemble des enjeux économiques, sociaux, environnementaux qui traversent la vie régionale et qui concernent la qualité de la vie des populations. Et parmi ces enjeux transversaux, bien sûr, il y a le sport et la jeunesse. Donc, voilà pour vous présenter rapidement notre assemblée. Et maintenant, on va vous parler un petit peu plus de nos travaux, sachant que l'introduction qu'on a eue est déjà extrêmement dense, approfondie et très précise en fait dans les éléments qui vous ont été donnés par Madame Durny. Donc, merci beaucoup. Ça va nous permettre de passer un petit peu plus rapidement du coup sur certains points. Mais tout ça, c'est bien complémentaire. Merci Fabien, bonjour. Donc moi je suis Mireille Massot, donc je suis membre du Césaire dans la commission cohésion sociale, santé, culture, qualité de vie et je fais partie du collège des associations. Je viens de l'UNAFAM, l'Union nationale des familles et amis des malades ou handicapés psychiques. Et je représente France Asso Santé, qui est une fédération d'associations agréées du système de santé et qui sont au nombre d'environ 60, ça varie d'une année à l'autre, en Bretagne.
Voilà pour un peu la présentation très courte. Juste vous dire qu'on excuse la co-rapporteure Fabienne Collat qui, ce soir d'ailleurs, anime une conférence sur les facteurs environnementaux qui peuvent favoriser le bien-être des personnes, des habitants, à Plougonvelin, je crois, dans le Finistère, il me semble. Donc, elle s'excuse de ne pas pouvoir être, elle vous demande de bien vouloir l'excuser de ne pas être là. Donc, merci pour cette présentation et j'allais dire presque fort heureusement un bon nombre de ce que vous nous avez dit va un peu les retrouver dans notre présentation. C'est plutôt bon signe, je crois. Juste vous dire que nous savons que les mouvements sportifs régionaux et départementaux sont très engagés en faveur de la santé, et vous nous l'avez bien expliqué par l'activité physique et le sport en Bretagne. Cette année, bien sûr, 2024, c'est une grande cause nationale avec les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Et le 17 avril dernier, un événement important a eu lieu au couvent des Jacobins sur le sujet La France en forme, auquel le Césaire a eu le plaisir de participer. À cette occasion, plusieurs acteurs régionaux ont signé le plan régional sport, santé, bien-être, un nouveau plan, et le CROSS, vous accepterez que que j'utilise les acronymes, hein. Le CROSS Bretagne et son équipe dynamique, vous nous prouvez encore ce soir, organise aussi annuellement une journée régionale sport, santé, bien-être qui permet de sensibiliser à ces nombreux bienfaits pour la santé. Alors, dans les territoires, aussi au plus près de la population, les clubs au quotidien, j'ai envie de dire, agissent pour le bien-être physique, mental et social des Bretonnes et Bretons. On va en parler de tous ces effets. Donc, l'étude que nous vous proposons d'écouter maintenant ou d'entendre parle de la santé mentale aussi, bien sûr, et plus particulièrement de celle des jeunes en Bretagne. Alors, pourquoi avons-nous conduit cette étude? Nous sommes constitués en 2019, le Césaire, notre commission, à l'époque qui s'appelait Société, Environnement, Qualité de Vie, doit se choisir un sujet d'étude. Rappelons-nous, 2019, Covid, confinement. On commence à entendre combien les gens de ci, de là ne vont pas si bien que ça, ce qui nous amène, nous, à nous intéresser à cette catégorie de personnes que sont les jeunes. Ils sont privés de cours, au début ça peut paraître sympa, de pratiques sportives, de rencontres avec leurs pairs, de sorties diverses et variées, et parfois aussi de leur famille. On peut penser plus particulièrement aux étudiants. Quand ils ne sont pas stigmatisés comme inconscients, parce que faisant aussi des regroupements, faisant la fête, et donc vecteurs de transmission du virus. Le sujet de la santé mentale des jeunes en Bretagne est donc proposé. C'est une autosaisine retenue parmi d'autres propositions au terme d'un cheminement assez long qui sera fait de discussions parfois assez âpres. Et finalement, c'est un vote au sein de cette commission qui tranchera. Ce sujet d'étude est donc, je le disais, un sujet en autosaisine parce qu'on peut être saisi par le conseil régional pour mener des études dont il a besoin, pour éclairer ses politiques. Le cahier des charges de cette étude sera adopté en bureau du Césaire en octobre 2021 et l'étude sera adoptée en séance plénière du Césaire en juin 2023. C'est pour vous montrer le delta qu'il y a entre l'adoption du cahier des charges et la conduite de l'étude, qui est quand même assez long. S'il nous fallait encore asseoir mieux la légitimité de cette étude, nous nous sommes référés à 3 points importants. La région est chef de file pour les politiques jeunesse, avec Pierre Pouliquin comme vice-président, qui est également chargé des sports et de la vie associative et de l'égalité. On sait aussi que la Bretagne connaît une fragilité particulière, hélas trop bien connue, celle de son taux de suicide qui est le plus élevé de toutes les régions de France, et la compétence de la région en matière de promotion et de prévention de la santé, dont la vice-présidente est Delphine Alexandre. Pour la réalisation de cette étude, nous avons auditionné pas moins de 80 personnes, associations, organismes différents. C'est la pluralité de ces témoignages, de leurs témoignages, de leurs apports, qui ont abondamment nourri nos réflexions. Des adolescents, des collégiens, des lycéens, des apprentis, des étudiants ont aussi été consultés lors d'entretiens, parfois en visio, de rencontres ou encore sous forme de questionnaires. Doivent être cités également les nombreuses recherches documentaires dont Fabien est l'instigateur en chef,
et qui ont sérieusement et précieusement contribué à enrichir nos travaux. Tout cela a donc alimenté des échanges aussi riches qu'animés au sein de notre commission, échanges parfois vifs, à ce point que nous nous sommes sans doute parfois demandé s'il était seulement possible de parler de santé mentale, une notion qui est sensible avec un effet miroir important qui véhicule des préjugés, des stéréotypes stigmatisants. Et nous nous demandions si nous allions pouvoir mener à bien notre étude. Force a été de constater que la santé mentale était et reste une notion sensible, trop souvent assimilée à la maladie mentale. Le premier enjeu pour nous fut donc de faire accepter le concept de santé globale tel que défini par l'OMS, tel que vous l'avez présenté, que la santé mentale est une composante de notre santé globale au même titre que la santé physique. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. Alors, je ne vous redis pas les définitions de l'OMS, vous les connaissez. Donc, notre entrée pour conduire cette étude, nous, était bien celle de la promotion de la santé mentale. Il s'agissait donc pour nous de repérer tout ce qui peut y faire obstacle, mais aussi et surtout tout ce qui peut favoriser le bien-être des jeunes en Bretagne. Tout ce qui peut contribuer, permettre leur épanouissement, leur estime, confiance en soi, vous en avez parlé. Il s'agissait dès lors de considérer les conditions de vie et les environnements des jeunes dans lesquels ils évoluent, vont évoluer et vivre. Donc, changer notre regard sur la santé mentale en déstigmatisant, certains jeunes disaient la détabouiser, la perception qui communément voudrait la réduire à la maladie mentale. Tel a été notre fil conducteur tout au long de ce travail, de quasi 2 ans et demi. Telle est aujourd'hui encore notre préoccupation quand nous avons le plaisir de la partager avec nos interlocuteurs. Et juste avant de passer la parole à Fabien, vous dire quels sont les défis que nous avons identifiés et retenus comme étant ceux à travailler, susceptibles de permettre d'atteindre les objectifs ci-dessus énoncés. Un défi culturel qui concerne le changement de regard sur la santé mentale, un défi scientifique qui vise à mieux connaître et mieux suivre la santé mentale des jeunes en Bretagne, un défi de santé publique pour repérer les facteurs qui l'influencent, en positif ou en négatif, et enfin un défi politique et sociétal pour en faire une priorité régionale, car la santé mentale, c'est l'affaire de tous et toutes. Et je passe la parole à Fabien. Merci. On va voir successivement ces différents défis. Et le premier d'entre eux, celui que nous avons voulu mettre en avant dans notre rapport, qui est lié aussi à l'histoire de notre étude, c'est bien d'arriver à relever un défi culturel, c'est-à-dire de changer de regard sur la santé mentale et, comme le disait Mme Durny en introduction, sur la santé plus globalement, en se fondant sur la définition de la santé de l'OMS, c'est-à-dire en n'ayant pas une vision centrée sur la maladie, les troubles mentaux, même si ça fait partie de la santé mentale, mais d'abord centrée sur la notion de bien-être. Voilà. Donc, on constate que la vision en fait, de la santé mentale, il faut la déconstruire et la reconstruire pour avoir une approche plus globale, plus positive et inclusive en fait de cette notion, parce qu'elle fait peur et qu'elle est anxiogène. Je vais juste compléter la définition qui vous a été donnée tout à l'heure de la santé mentale, qui est la référence internationale. Dans un rapport mondial sur la santé mentale en 2022, qui était le premier rapport mondial de l'OMS sur la santé mentale. Donc, vous voyez que les progrès dans les prises de conscience sont récents. Et l'OMS disait « Jouir de sa santé mentale, c'est être capable de créer des liens, d'agir, d'être autonome et de s'épanouir. » Voilà. Donc, la santé mentale, c'est l'épanouissement, en fait, le plein épanouissement de la personne dans ses capacités. La santé mentale, ce n'est pas seulement un enjeu de santé publique. Selon l'OMS, elle est un droit humain fondamental. C'est ce que défend aussi l'UNICEF à propos de la santé mentale des enfants dans un rapport récent. Donc, c'est un droit humain. Donc, avoir accès à une bonne santé mentale, c'est aussi un enjeu d'accès aux droits. C'est aussi un objectif de développement durable. En effet,
ceux qui connaissent un petit peu l'agenda 2030 de l'ONU, eh bien, verront qu'il y a un objectif 3 qui concerne le bien-être et donc la santé, et donc qui intègre la santé mentale. Donc c'est un objectif de développement durable, ce qui veut dire que si on veut contribuer, améliorer, faire progresser le développement durable, il faut intégrer la santé mentale aussi dans les différentes actions, les différentes politiques. On en reparlera tout à l'heure. La santé mentale des jeunes, c'est quand même une question spécifique parce que pendant la jeunesse, vous savez que c'est un processus entre l'enfance et l'âge adulte. Et ce processus, on dit qu'il commence de plus en plus tôt et qu'il se termine de plus en plus tard aujourd'hui, entre les adolescents et les adolescents. Et donc, c'est une période de profond bouleversement corporel, psychique, émotionnel, social, identitaire. Et donc, on se situe dans cette période-là, qui est une période de développement de la personne, mais aussi qui est, pour certains, une période à risque et à laquelle il faut faire très attention en termes de santé mentale, puisqu'on sait que la majorité des troubles mentaux que l'on constate à l'âge adulte, en fait, naissent pendant l'adolescence. Voilà. Donc, c'est très important d'investir dans la prévention, dans la promotion de la santé mentale et dans la détection et la prise en charge la plus précoce possible, y compris dès la toute petite enfance. Voilà. Alors, on ne vous passera pas une petite vidéo, mais on veut juste vous donner envie de la regarder pour ceux qui ne la connaissent pas. Il y a un organisme de Santé publique France qui s'appelle Psycom, donc qui s'appuie sur des données scientifiques et sérieuses, qui a fait une petite vidéo qui s'appelle le Cosmos mental, et on va vous mettre le lien dans le chat. Vous pourrez la regarder, ça dure 4 minutes, c'est sur YouTube, vous pouvez aussi la diffuser autour de vous. Et c'est une très bonne introduction à la notion de santé mentale. La santé mentale, alors, est représentée par une petite fusée qui voyage dans le cosmos et qui rencontre des planètes ressources et des planètes obstacles. Et à chaque fois, elle essaie de rétablir son équilibre psychique. Donc voilà, c'est très imagé, ça peut être utilisé auprès de jeunes publics comme auprès d'adultes. Et on vous invite, si vous le souhaitez, à regarder plus tard cette petite vidéo. Le Césaire fait des préconisations dans ses études, on fait des états des lieux et des préconisations. Et donc sur ce défi culturel de changer de regard, on préconise de diffuser une culture globale, positive et inclusive de la santé mentale en Bretagne, avec ces deux formules de l'OMS que l'on reprend et qu'il faut vraiment faire connaître largement. Il n'y a pas de santé sans santé mentale, hein, c'est ce que vous a bien expliqué Madame Durny tout à l'heure, et que la santé mentale est bien l'affaire de tous, que chacun peut, dans son secteur, dans son territoire, dans ses différents milieux de vie, contribuer à une meilleure santé mentale. Donc pour ce faire, il faut soutenir les actions de sensibilisation, d'information. C'est ce que vous faites actuellement et ce que vous faites déjà précédemment au CROSS et dans le mouvement sportif. Tout ce qui est éducation, formation à la santé mentale. Donc, on vous présentera tout à l'heure, par exemple, les premiers secours en santé mentale, qui sont des formations vraiment intéressantes, je pense, pour les responsables, les encadrants du mouvement sportif. Et y associer les jeunes, ne pas oublier d'y associer les jeunes. On vous redira plusieurs fois dans notre intervention que les jeunes doivent être considérés comme des acteurs de leur santé mentale. Nous en avons rencontré de nombreux et ils peuvent à la fois être des acteurs pour prendre soin d'eux, mais aussi pour prendre soin des autres, pour prendre soin de leur père. Et donc, il faut les associer à toutes ces démarches de prévention et de promotion de la santé. Je passe la parole à Mireille, qui va vous parler du défi scientifique de la santé mentale. Merci. Alors, comme je l'ai présenté en introduction, pour réaliser notre étude, nous avons auditionné un certain nombre d'organismes, d'acteurs, d'associations, et cela nous a amené à constater que le défi scientifique, mieux connaître et mieux suivre la santé mentale des jeunes en Bretagne, était vraiment un défi. Pourquoi? Parce que si nous avons des données scientifiques, nous en avons eu concernant la santé mentale des jeunes,
eh bien, nous avons constaté que pour beaucoup, elles étaient déjà très datées. Elles n'étaient pas récentes du tout, pas actualisées. Et puis, c'était assez éclaté comme données. Donc, on s'est dit que probablement, il y avait mieux à faire et que ça pouvait aussi être un enjeu important pour pouvoir mieux suivre la santé mentale des jeunes en Bretagne. Alors, on s'en était étonné aussi parce que, connaissant la fragilité de la Bretagne quant à son taux de suicide, on imaginait qu'il y avait un regard beaucoup plus appuyé, beaucoup plus régulier pour observer ce qui se passait. Et on sait que les jeunes ne sont pas exclus de ces statistiques. La commande publique, donc, ce domaine nous a semblé inconstant quand on n'a pas été un peu sévère en disant défaillante, et on s'est dit que tout ça, ça rendait difficile le suivi, bien sûr, mais aussi et surtout la réactivité possible de l'action publique et la rendait totalement aléatoire. Et puis, ce n'est pas la crise sanitaire qui nous a dit le contraire. Et donc, nous aurions aimé disposer d'une approche plus synthétique, multiniveau, tant les sources que nous avons sollicitées, les méthodologies, les données étaient hétérogènes. Et malgré tout, nous avons essayé de croiser les éléments que nous avons pu recueillir, les connaissances, et cela fait ressortir très nettement la dégradation de la santé mentale des jeunes et plus particulièrement chez les jeunes femmes depuis le début de la crise sanitaire. Alors, selon les dernières données nationales dont nous pouvons disposer, qui nous viennent de Santé publique France, cette fragilisation psychique des jeunes continue de se prolonger. Constat qui nous interroge et dont on peut comprendre les origines. Donc, avoir une meilleure connaissance régionale et un suivi régulier de la santé mentale des jeunes, et y compris, et on le développera tout à l'heure, dans la dimension environnementale, telle que l'Organisation mondiale de la santé l'a définie, cela représente un véritable enjeu scientifique, défi scientifique à relever urgemment. Et nous savons que la Bretagne dispose de ce qu'il faut pour que cette expertise scientifique soit faite et relevée. Donc, dans les préconisations que nous faisons, il s'agirait de créer, nous proposons de créer un tableau de bord annuel de la santé mentale des jeunes en Bretagne et aussi, et ça a été dit tout à l'heure pour un autre aspect, soutenir significativement la recherche et l'innovation. On a les organismes comme Promotion Santé Bretagne ou encore l'Observatoire de la santé en Bretagne qui, dans ce domaine et dans les champs de la promotion et de la prévention de la santé, peuvent vous apporter des contributions intéressantes. Et puis, comme la santé mentale dépend aussi de l'environnement dans lequel on vit, eh bien, on se dit que des diagnostics plus précis, des diagnostics territoriaux pourraient être intéressants. Donc, voilà un petit peu ce qu'on préconise par rapport à ce défi scientifique qui nous semble important si on veut, à un moment donné, avoir des politiques réactives. Et je repasse la parole à Fabien. Merci. Donc, on va aborder le troisième défi après avoir vu le changement de regard et puis la connaissance scientifique de la santé mentale, pour être sûr qu'on parle de la même chose et qu'on sait de quoi on parle, en fait, à partir d'état des lieux sur la santé mentale des jeunes. Le troisième défi, on est vraiment là au cœur aussi de notre réflexion au Césaire, qui était de se dire comment, finalement, par quel levier on peut favoriser la santé mentale des jeunes en Bretagne. Alors, vous l'avez compris, comme vous l'a expliqué tout à l'heure Annick Durny, il y a une multitude de facteurs qu'on appelle aussi des déterminants de santé qui influent sur la santé mentale des jeunes. Je vais montrer très rapidement, parce que c'est ce que vous a expliqué très bien tout à l'heure Annick Durny, ce petit schéma que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, qui est un schéma qui a été fait par le gouvernement du Québec et qui paraît compliqué comme ça, mais en fait, il montre les différentes sphères d'influence sur la santé globale, mais on peut aussi l'appliquer à la santé mentale. Des facteurs les plus individuels, à partir par exemple des caractéristiques génétiques
aussi, qui peuvent avoir une influence sur la santé mentale des troubles mentaux. Et ensuite, avec des influences des différents milieux de vie, des systèmes dans lesquels on vit, qui sont un peu plus larges, jusqu'au contexte global, en fait, c'est-à-dire par exemple à l'environnement, contexte économique, socio-démographique, culturel, scientifique, technologique, voire géopolitique également, en cas de conflit. Enfin, voilà. On sait très bien que tout ça n'est pas favorable à la santé mentale des enfants ou des jeunes. Je ne développe pas plus sur l'actualité. Donc, ce schéma-là, il vous montre qu'en fait, il y a différentes possibilités d'agir à différents niveaux sur la santé mentale et que tout ça est en interaction. Parce que si vous regardez bien, il y a des petits pointillés entre les différents cercles. Et en fait, l'individu est aussi dans la société est dans l'individu. Et en fait, tout ça, c'est un système un peu complexe, mais ça montre que chacun peut agir et que la santé mentale est vraiment l'affaire de tous. Il y a des petites flèches sur le côté qui vous montrent que, comme l'a aussi bien expliqué Annick Durny, que tous ces facteurs, ils évoluent dans le temps et dans l'espace, et que donc la santé mentale, effectivement, ce n'est pas un état, hein, c'est un processus, c'est un équilibre dynamique, en fait, on pourrait dire un équilibre instable, et qu'on peut très bien, effectivement, un jour avoir une santé mentale florissante, comme le disent certains scientifiques, notamment Correclis, qui a été cité tout à l'heure, ou une santé mentale plus défavorable, et parfois qualifiée de languissante. Voilà. Donc, tous ces facteurs sont à combiner. Je ne développe pas plus. Donc, des facteurs que nous, on a regroupés en 3 catégories, des facteurs individuels, des facteurs sociétaux et des facteurs environnementaux. Avec les facteurs individuels, on cherche à agir au niveau de l'individu. Mais bien évidemment, la frontière avec les facteurs sociaux est très, très poreuse. Donc, je vais vous donner les préconisations en fait du Césaire, sachant que on insiste aussi dans l'étude sur le nécessaire chaînage entre la promotion de la santé, donc qui vise à agir sur ces différents facteurs, la prévention. Donc, dans la prévention, on prévient des risques, par exemple le risque de dépression, le risque de suicide, le risque d'addiction, etc. Et le soin. Une fois qu'on est malade, on a besoin d'être pris en charge et d'être soigné. Et on va après jusqu'au rétablissement. Le rétablissement, c'est il y a certains troubles mentaux qu'on n'arrive pas à guérir définitivement, mais on peut quand même bien vivre avec si on est accompagné, si on suit un traitement, si on a un environnement de vie favorable. Et donc, on peut aussi être rétabli. Donc, tout ça, ça forme une chaîne. Et on souligne aussi dans notre étude l'état je veux dire, catastrophique de la psychiatrie, de la pédopsychiatrie en France, hein, qui fait l'objet de nombreuses études et de nombreux colloques régulièrement. Si vous suivez tout ça, il est de plus en plus difficile d'avoir accès à un psychiatre et encore plus à un pédopsychiatre pour les enfants, les jeunes et les familles qui rencontrent des soucis. Je reviens à mes facteurs individuels. Et je vais aller directement aux préconisations. Donc, de développer les compétences psychosociales. Ça aussi, ça a été dit tout à l'heure. Les compétences psychosociales, c'est tout ce qui va agir sur les capacités émotionnelles, sociales, cognitives, en fait, pour renforcer les capacités des jeunes, des enfants, et ça dès le plus jeune âge. L'éducation, les acteurs éducatifs agissent déjà beaucoup dans ce sens-là, même si c'est une notion quand même assez récente en France. On préconise aussi, parce qu'on a constaté que les acteurs de terrain étaient parfois bien seuls et beaucoup dans l'ombre, en fait, et par rapport aux jeunes qu'ils écoutaient, qu'ils informaient, qu'ils accompagnaient, qu'ils orientaient, et que donc c'est très important pour l'action publique, nous à qui on s'adresse au Césaire, de soutenir plus fortement tous ces acteurs de terrain. On peut aussi penser aux acteurs du sport, qui sont en contact quotidien, régulier avec les enfants et avec les jeunes.
ça ne vous étonnera pas si on préconise d'encourager l'activité physique régulière et le sport, qui effectivement, comme ça a été très bien décrit tout à l'heure, sont favorables à la santé mentale des jeunes lorsqu'ils sont pratiqués dans de bonnes conditions. Et d'expérimenter en Bretagne, pour faire le lien avec l'alimentation, qui a aussi de l'influence sur la santé mentale. Pourquoi pas un événement de type bouger et bien manger en Bretagne, c'est bon pour le moral. Voilà, c'est une boîte à idées qu'on propose aux acteurs. Agir pour la santé mentale, c'est aussi agir sur les facteurs sociétaux. Ces facteurs sociétaux, ils sont beaucoup plus globaux, c'est beaucoup plus lent, il y a une inertie beaucoup plus importante. C'est des facteurs économiques, sociaux, politiques et culturels qui influencent la santé mentale des jeunes et de leurs familles, sachant qu'on a rencontré des sociologues qui ont attiré notre attention sur un regard qui est parfois assez condescendant, surplombant par rapport aux jeunes qui sont ou considérés comme des jeunes en danger qu'il faut protéger, ou alors comme des jeunes dangereux dont il faut se protéger. Suivez mon regard dans l'actualité. Et donc, c'est très difficile finalement de sortir de cette bipolarisation un peu du regard qui dramatise le regard sur la jeunesse, alors que nous, on souhaite vraiment que les jeunes puissent être considérés de manière capacitante, de manière respectueuse, et que des environnements sociaux, scolaires et professionnels puissent développer toutes les ressources et toutes les capacités que les jeunes ont pour leur santé mentale. On parlait tout à l'heure d'estime de soi, de confiance en soi et dans les autres. On est vraiment ici dans ce champ-là. Autre élément aussi, c'est d'intégrer l'égalité filles-garçons dans la problématique de santé mentale. Vous verrez, vous avez peut-être vu récemment dans l'actualité on a des données sexuées qui montrent des différences importantes entre les filles et les garçons, entre les adolescentes et les adolescents, sachant que les jeunes filles ont une situation plus défavorable par rapport à la santé mentale, par exemple en termes d'épisodes dépressifs, d'anxiété, de tentatives de suicide, même si ce sont les garçons, les hommes qui se suicident le plus. Les tentatives de suicide sont faites majoritairement par les jeunes femmes, par les femmes. Et donc, il faut avoir vraiment une attention aux inégalités sexuées, aux inégalités de genre, lorsqu'on veut travailler sur la promotion de la santé mentale des jeunes. Enfin, on parle du sport, mais on parle aussi des arts et de la culture. Et je sais que le CROSS essaie aussi, le mouvement sportif, de faire ce lien entre art, culture et sport, sachant que les pratiques sportives sont aussi des pratiques culturelles et souvent artistiques. Et donc, les arts et les cultures, comme le sport, peuvent favoriser le bien-être, la santé mentale, développer des capacités d'expression, des compétences psychosociales. La troisième série de facteurs que va vous présenter Mireille concerne les environnements de vie des jeunes. On reprend la suite, je continue. Donc, on a fait un focus en effet sur les facteurs environnementaux. Donc, on ressouligne que les environnements et milieux de vie des jeunes sont multiples, changeants dans leur vie de tous les jours, dans leur vie quotidienne, que ce soit l'habitat familial ou autre forme d'habitat, les espaces publics, qu'ils soient urbanisés ou des espaces nature, ou encore les espaces de mobilité, d'enseignement, des espaces de jeu, les équipements sportifs, de loisirs. Tous ces environnements peuvent, dans une approche globale de la santé, avoir une influence favorable ou défavorable sur la santé mentale, sur leur bien-être. Le 4e plan national environnement 2021-2025, un environnement, une santé, est fondé sur une approche intégrée de la santé One Health, mettant en relation santé humaine, santé animale et santé environnementale. On retrouve cette démarche d'ailleurs dans le PRSE, Plan régional santé environnementale de la Bretagne, et on y constate que si la relation environnement et santé physique focalise bien l'attention des pouvoirs publics, il n'en va pas de même pour ce qui concerne le lien environnement et santé mentale bien-être.
Donc, notre étude a choisi de retenir deux aspects environnementaux plus particulièrement, la relation à la nature et les conditions d'habitat. Donc, pour ce qui concerne le premier, la relation à la nature, donc inutile d'essayer d'évoquer tous les travaux scientifiques qui existent ou qui portent sur ce sujet. Par contre, on en cite quelques-uns, on fait référence à quelques-uns. D'abord, le rapport biodiversité et société que le Césaire a produit en 2019, me semble-t-il, et qui met en avant l'importance de la nature et de sa biodiversité sur la santé humaine. On peut citer également le rapport d'évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques qui alerte sur la crise majeure de l'érosion de la biodiversité, mettant en lumière lui aussi les relations entre la santé humaine, les écosystèmes dont elle fait partie, et qui distingue trois contributions régulatrices, comme la qualité de l'eau, les contributions matérielles, comme l'alimentation, et les contributions immatérielles, comme l'inspiration et l'apprentissage. Il y est donc scientifiquement établi que la nature influence la santé physique et mentale des êtres humains et que même elle est vitale. Alors, quels sont les atouts de la Bretagne? La Bretagne, c'est une région terre-mer. Et l'OMS publie un rapport sur les espaces verts et bleus et la santé mentale en 2021. Pour nous, Bretagne, ce sont des travaux d'un grand intérêt, puisque région entre terre et mer, s'il en est, eh bien, la Bretagne a fait de ce fil bleu un atout pour son développement régional. Cette maritimité, peut-être, mériterait sans doute d'être mieux valorisée pour favoriser encore plus le bien-être de ses habitants. Alors, comment alors ne pas envisager que les restrictions fondamentales de liberté d'aller et venir durant la crise Covid n'aient pas ou n'auraient pas aggravé le manque de nature dont on sait qu'il est un droit essentiel. En même temps que les inégalités sociales, aggraver aussi les inégalités sociales, environnementales, de santé entre les jeunes selon leur lieu d'habitat. Ces restrictions de liberté d'aller et venir ont par voie de conséquence aussi aggravé les relations et les liens sociaux. Vous y faisiez allusion tout à l'heure de par les pratiques sportives qui étaient empêchées. Nombreux travaux s'intéressent à la manière dont la relation à la nature peut produire des effets favorables au bien-être psychique, voire à le restaurer quand il est abîmé. La relation à la nature pourrait nous aider à nous ressourcer psychologiquement. Il y a trois théories explicatives. La théorie de la réduction du stress, vous y avez fait allusion. La théorie de la restauration de l'attention, vous y avez également fait allusion, et enfin celle du sentiment de connexion à la nature. On pourrait aussi parler de la relation aux animaux qui peut représenter une source de bien-être et qui est souvent un vecteur pour les personnes qui sont en souffrance psychique. Le deuxième aspect environnemental, l'habitat. Alors l'habitat, c'est le logement, mais pas que. C'est aussi l'ensemble des liens que l'on peut tisser ou pas avec son environnement. Les aménagements, les usages des espaces publics, l'accès aux services collectifs, les mobilités, cheminement sécurisé, qu'ils soient doux ou motorisés, les occasions de lien social, la possible relation au paysage, et on ajoute aussi que tout cela peut se travailler avec les populations et avec les enfants. La Fondation Abbé Pierre rappelle régulièrement que le logement est une question essentielle de santé publique, soulignant que la crise sanitaire et sociale a généré de nouvelles inégalités en matière de logement et de santé. Santé publique France appuie ce constat en affirmant que le mal-logement est un déterminant sous-estimé de la santé. L'URAGE, Union régionale de l'habitat pour les jeunes, explique combien elle a dû renforcer cet accompagnement durant la crise sanitaire avec un accent tout particulier sur leur santé. C'est depuis d'ailleurs devenu un de leurs axes de travail prioritaires. Le réseau français des villes santé de l'OMS préconise une approche de santé mentale dans toutes les politiques publiques, en utilisant tous les leviers dont les villes peuvent disposer pour agir sur le cadre de vie, l'accès à des activités sportives et culturelles, le soutien aux liens sociaux et au pouvoir d'agir, sur les politiques enfants-jeunesse, d'accès à l'emploi, etc. Et enfin, pour ce qui concerne, et Fabien l'évoquait tout à l'heure, les changements globaux que connaissent de façon accélérée les jeunes, eh bien, nous avons essayé de les cerner et surtout d'essayer d'en cerner les impacts sur leur santé mentale, sur leur bien-être, sur leur psychisme. Ils sont confrontés à des mutations, à des crises qui se succèdent, qui se diversifient, s'accumulent. Crise écologique, énergétique, sociale, démocratique, géopolitique, sanitaire. Ils sont soumis aussi à des usages technologiques et numériques, les jeunes naviguant souvent dans un flux informationnel, émotionnel, d'instantanéité. La perception qu'ils ont des changements globaux
qui pèsent sur la planète, sur l'avenir de l'humanité, s'en trouvent exacerbés, provoquant de l'anxiété. L'éco-anxiété, l'impact du numérique sur leur psychisme, l'anxiété géopolitique n'en sont que 3 exemples. À la question « Qu'est-ce que l'éco-anxiété ?» la docteure Leila Benoît, qu'on avait auditionnée, répond « Ce n'est pas une maladie. L'anxiété serait même une réponse inévitable, saine, aux menaces écologiques. » Sa consoeur, la docteure Alice Desbiol, que nous avons également auditionnée, précise « Les personnes éco-anxieuses sont courageuses, lucides, dans un monde qui ne l'est pas ou qui ne l'est plus. » Cette éco-anxiété est renforcée par le sentiment que les jeunes ont ou perçoivent de ce qu'ils considèrent comme de l'indifférence, de la résignation, de l'impuissance chez les adultes à agir pour changer le cours des choses, le cours de l'histoire. Chez les jeunes, cette éco-anxiété peut s'exprimer soit par du repli sur soi, soit par une paralysie émotionnelle, une incapacité à se projeter dans un futur ou encore par des colères plus visibles, mais aussi par de l'engagement collectif. Tous ces changements globaux illustrent la nécessité d'innover dans les modèles et les approches de la santé mentale des jeunes et leur prise en charge. Quelques pistes. Leur colère, nous dit-on, vient en partie du manque de communication en famille et entre générations. La docteure Leila Benoît précise, les ados sont déçus quand on leur donne un rôle symbolique sans capacité d'agir concrètement. Les ados aiment avoir l'initiative du projet qu'ils veulent défendre, même si ensuite ils ont besoin d'être accompagnés, soutenus par des adultes. Et il faut aussi soutenir les projets collectifs des jeunes, mais les valoriser de façon à ce qu'ils ne soient pas seulement des discours d'intention. Dernière partie que je vais vous présenter rapidement, les préconisations concernant les facteurs environnementaux. Donc, faire connaître les travaux scientifiques qui existent et ceux à venir et soutenir les recherches sur ce sujet. Intégrer la relation et l'éducation à la nature comme des facteurs essentiels de bien-être des jeunes. Intégrer cet enjeu dans tous les projets d'urbanisme et d'aménagement favorables à la santé. Intégrer la promotion de la santé mentale des jeunes et de leurs familles dans toutes les opérations d'extension ou de rénovation de l'habitat en Bretagne. Pour ce qui concerne les facteurs environnementaux, mieux connaître, intégrer l'impact psychique des changements globaux, des transitions et des crises chez les jeunes et soutenir les approches innovantes. Il s'agit aussi d'agir pour réduire l'éco-anxiété et l'anxiété géopolitique des jeunes, favoriser l'éco-bien-être des jeunes dans tout leur milieu de vie. Soutenir l'engagement collectif des jeunes. S'engager, c'est bon pour la santé, je l'ai évoqué tout à l'heure. Et puis, être attentif aux bénéfices des pratiques numériques des jeunes, aussi bien celles qui sont positives que celles qui créent de nouveaux risques pour leur santé mentale. Très bien, je vous repasse la parole pour le dernier défi. On va essayer de Oui, tout à fait, puisqu'on a dépassé notre temps. Donc, vous avez vu présenter notre étude, c'est aussi un sport. Et la quatrième défi, donc c'est un défi politique et sociétal, c'est celui de faire de la santé mentale des jeunes une grande priorité régionale pour mobiliser l'ensemble de la société et des acteurs publics sur ce sujet. Donc nous y travaillons auprès du conseil régional. On en est à la 16e présentation de cette étude et on en a d'autres programmées. Mais vraiment, le message qu'on veut faire passer, vous l'avez compris, c'est que la santé mentale des jeunes, c'est l'affaire de tous et qu'on peut agir à tous les niveaux. Il n'y a pas une politique, une action publique dans laquelle on ne puisse pas s'interroger en quoi cette politique, finalement, elle favorise ou non le bien-être et la bonne santé mentale des jeunes. Se poser la question déjà, ça nous paraît essentiel. Si la santé mentale est l'affaire de tous, on a fait un clin d'œil à ce proverbe que vous connaissez sans doute, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et c'est pour ça que le message qu'on souhaite faire passer, c'est qu'il faut toute une région pour favoriser le bien-être des jeunes en Bretagne. Donc, nos dernières préconisations, très rapidement, c'est vraiment d'intégrer ce bien-être et la santé mentale dans toutes les politiques, de mobiliser toute la société sur ce sujet, d'augmenter massivement les moyens financiers et humains des acteurs de terrain qui sont au contact des jeunes, et de travailler à l'émergence et à la reconnaissance de la légitimité, de la valeur de la parole des jeunes et de les reconnaître comme acteurs de leur santé mentale.
Donc, le Césaire encourage vraiment tous les acteurs, y compris les acteurs du mouvement sportif, à continuer à s'investir pour relever ces 4 défis culturels, scientifiques, de santé publique et puis ce défi politique et sociétal qu'on vient de vous présenter. Chacun peut trouver son entrée finalement dans ces différents facteurs qui influencent la santé mentale. Merci beaucoup de votre écoute et désolé d'avoir un peu débordé sur notre temps d'exposé. Merci Fabien Brissot, merci Mireille Massot pour votre présentation de cette riche étude. Effectivement, de nombreux défis et des nombreuses préconisations. J'aimerais pouvoir enchaîner maintenant sur la présentation des différentes formations possibles et par premier secours en santé mentale. Nous devions avoir une intervenante qui est une formatrice agrégée de PSSM. Malheureusement, pour des raisons personnelles, elle ne pouvait pas être disponible ce soir. Mais c'est pas grave, nous avons Annick qui a suivi cette formation et qui va pouvoir nous en parler et nous présenter. Alors, je vais vous en parler parce que c'était effectivement un des axes de... Enfin, c'est ce qu'on souhaitait aussi vous présenter ce soir dans la logique de la formation. Alors, je vais plus vous en parler en tant que participant à cette formation. Alors moi, c'est l'université donc qui nous a proposé, puisque je suis enseignante à l'université de Rennes 2, qui nous a proposé cette formation. J'y suis allée d'abord avec beaucoup d'intérêt, étant en contact avec beaucoup de jeunes et c'était au sortir du Covid, donc ce que vous avez décrit lors de la présentation précédente, c'était évident, on le voyait, et puis dans les interactions avec les étudiants pendant la période Covid, on sentait bien qu'il y avait toute cette peur du lendemain, cette anxiété, cet isolement qui se faisait de plus en plus fort, ce manque que vous avez très très bien décrit dans l'enquête qui était très très présent. Et en tant que formateur, moi, ça me paraissait évident de m'y inscrire. Donc, j'ai fait partie de la première promotion qui a fait cette formation standard. Je vais juste vous présenter tel que je l'ai vécu et puis ce que je sais de cette formation. Donc, PSSM, c'est un organisme qui a été certifié. C'est une association qui est toute jeune, qui est en fait une association qui regroupe plusieurs associations en santé mentale. Il y a le site, vous pouvez aller sur le site PSSM et vous aurez toutes les informations. Leur formation, en tout cas leur logique de formation, elle repose sur un programme de formation qui est déjà développé en Australie depuis plusieurs années et qui vise à sensibiliser et à développer l'assistance en santé mentale. Donc, on a beaucoup parlé de l'Australie tout à l'heure, de l'étude faite en Australie, et on sait qu'effectivement, les Australiens, ils sont très, très sensibles à la santé mentale. Et il y a vraiment une vraie réflexion là-bas et une vraie volonté, en tout cas en Australie, de former les citoyens, comme on veut nous cherchons à former les citoyens au premier secours. Et ben, là aussi, il y a une volonté de former les citoyens au secours en santé mentale. Alors, la formation, elle est très dynamique. C'est pas une formation du tout de type descendante. On a des études de cas, on réfléchit à des signes, à des troubles, on a des vidéos. Enfin, c'est très riche. Ça se fait en petits groupes. On est beaucoup à échanger. Et ça, c'est une énorme richesse parce que finalement, on apprend beaucoup des expériences des autres. Et puis, on a des petits rappels théoriques à chaque fois qui reviennent. Ce n'est pas une formation très, très volumineuse en heures, puisque c'est 2 journées, 2 journées complètes, 14 heures de formation. Et ça peut être organisé différemment. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Donc, l'idée, c'est effectivement de former des secouristes en santé mentale qui sont capables de repérer
les fragilités, de repérer les comportements sensibles, d'adapter des formations, des comportements pour accompagner les personnes et aussi pour guider ces personnes vers des spécialistes quand c'est nécessaire. Hein. Voilà, c'est une démarche citoyenne, hein, globalement. Elle s'adresse à tous. Alors, je suis allée voir sur le site juste au début tout à l'heure. Donc, il y a une formation standard, c'est celle qui vous est proposée là, hein, qui vous êtes présentée ici. Il y a une formation jeune aussi, c'est-à-dire développée pour les adultes qui vivent ou qui travaillent avec des adolescents de niveau collège et lycée, les jeunes majeurs, hein, l'université. Donc là, on est vraiment plus sur former des adultes comme secouristes pour ces jeunes et pour répondre aux besoins, aux préconisations du Césaire. Je pense qu'ils vous ont entendu. En tout cas, en 2025, ils vont mettre en place une formation ouverte aux adolescents, ouverte aux jeunes, pour les jeunes, en se disant que on peut sensibiliser aussi les plus jeunes finalement à mieux dans la même démarche citoyenne que la santé physique. Voilà. Donc c'est une formation ado. En tout cas, pour avoir vécu cela, alors j'ai encore du mal, moi, je ne sais pas si ça a transformé mes pratiques professionnelles, mais en tout cas, j'ai découvert, j'avais des prérequis, hein, enfin ou des stéréotypes dans la tête sur la santé mentale, même en étant sensible à la question. Et j'ai appris finalement à être plus attentive aux autres, peut-être, à plus observer les autres, et puis à regarder la santé mentale comme quelque chose de positif et qu'on pouvait tous travailler ensemble voilà, et être ensemble pour optimiser la santé mentale et que quand on est dans un groupe, finalement, ça va vachement mieux, quoi. Voilà. Juste quelques mots. Alors, je ne suis pas aussi spécialiste que la formatrice, hein, mais en tout cas, je vous invite à aller sur le site et puis peut-être qu'il y aura des actions à mettre en place, des formations, hein, au niveau du cross, au niveau du mouvement sportif ou dans les ligues et les comités. Peut-être qu'on pourrait mutualiser des actions de formation au niveau du mouvement sportif. Ça pourrait peut-être être sympa à réfléchir collectivement, se mélanger entre disciplines, d'extérieur, d'intérieur, de performance ou de loisirs, et puis vivre ce type de formation. Je pense que ça pourrait être super sympa. Je te redonne la main, Dylan, parce que... Merci Annick pour cette présentation. On avait une petite question dans le chat. Je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre, Annick, puisque tu n'es pas de PSSM, mais est-ce que Non. tu sais s'il y a des financements qui sont possibles pour ces formations-là? Alors, je pense que qu'il y a des financements par les OPCO, puisque c'est 14 heures de formation, donc a priori, il doit y avoir des financements possibles, hein. Il faudra aller regarder sur le site. Je ne sais pas ce qu'ils ont sur les deux dias, là, ce qu'ils ont mis. Tu peux juste passer à la suivante, s'il te plaît, Dylan. Tout public. Prix recommandé. Non, c'est pas précisé là. Mais j'imagine que si on est sur des 14 heures de formation, il doit y avoir certainement des prises en charge par les organismes. À se renseigner. C'est une question. Très bien, merci Annick. Je vous propose, si vous avez de passer un temps un petit peu de questions-réponses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas soit à les marquer directement dans le chat, soit à lever la main et prendre la parole. Peut-être pour introduire simplement ce temps, j'avais une petite question à poser, notamment le lien entre la santé mentale et l'activité physique.
Est-ce qu'il y a une typologie de sport qui aurait un impact plus important sur la santé mentale, par exemple des activités physiques en collectif, en groupe, ou au contraire, est-ce que ça dépend vraiment des individus et des envies et des besoins de chacun? Alors, à ce que je sais, j'ai pas vu de classification ou de typologie, hein. Il n'y a pas un trouble et puis, et puis un médicament sportif pour résoudre cela. Je pense que, comme on l'a dit, on est dans une approche globale de l'individu et on est tous différents, on a tous des personnalités, des envies différentes, des besoins différents, on vit dans des environnements différents. Enfin, on a parlé tout à l'heure dans la présentation de l'enquête de nombreux déterminants, de multiples déterminants en interconnexion les uns avec les autres. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, a priori, une pratique d'activité physique à l'extérieur est plus stimulante. Voilà, ça, les travaux le montrent. Et puis, une pratique sportive collective apporte aussi un bien-être social et puis finalement un impact très fort sur la confiance en soi et sur l'acceptation des autres et l'estime de soi et l'estime des autres. Enfin, voilà, le faire confiance aux autres. Maintenant, il y a des gens qui préfèrent une pratique individuelle, de performance. Voilà, le choix doit être vaste. Je pense que chaque sport apporte, ou chaque pratique en tout cas, apporte quelque chose. J'ai pas vu de travaux sur des classifications en tout cas. Mais j'ai pas tout lu non plus, hein. Est-ce que je peux intervenir? Bien sûr. Bien sûr. Oui, je voulais juste revenir, si vous voulez bien, sur la question de la formation premier secours santé mentale que j'ai faite moi aussi. Et je voulais préciser simplement que beaucoup de collectivités maintenant mettent cette formation-là dans leur plan de formation, surtout quand ils ont des agents qui sont en proximité de publics parfois difficiles ou fragiles. Et puis également des organismes de logement sociaux qui dispensent, qui font dispenser cette formation aussi à leurs agents de proximité. Et puis, peut-être aussi préciser que la pratique d'activité physique et sportive, elle est aussi encouragée, favorisée par ce qu'on peut appeler les plans d'urbanisme et d'aménagement dans les réhabilitations de logements ou dans les constructions neuves. Et je prends pour exemple des logements qui sont labellisés Mon logement santé, avec une attention toute particulière sur les matériaux, bien sûr, la qualité de l'air, etc. Et puis aussi les aménagements à l'intérieur même d'un ensemble, d'une résidence, par exemple, pour essayer d'inciter à emprunter plutôt les escaliers, à créer des espaces qui sont favorables à la rencontre dans les halls, et puis aussi tous les services qui peuvent être mis à disposition ou encouragés pour créer des activités ensemble et des liens sociaux à développer. Voilà, donc c'était un petit peu aussi apporter cet éclairage sur ça progresse, j'ai envie de dire. Ça chemine. Oui, tout le design actif aussi qu'on va retrouver dans les villes. Les espaces de pratique, les squares qui sont aménagés, ça joue beaucoup aussi. Ouais. On retrouve dans les villes et puis c'est une question aussi qu'on se pose en ce moment pour les intégrer dans les entreprises et notamment pour le bien-être des salariés au quotidien qui est aussi à prendre en compte dans cette notion de santé mentale. Donc, il nous reste quelques minutes. Si jamais vous avez quelques questions, voilà, n'hésitez pas à les poser. Pour information, on va pouvoir vous transmettre les différentes diapositives qui vous ont été montrées ce soir par mail. Donc voilà, si vous avez quelques questions, c'est le moment ou jamais. C'était parfait alors. Il semblerait. Est-ce que cette thématique, c'est une thématique qui vous intéresse et que vous souhaitez, là je parle au mouvement sportif et au présent, est-ce que vous souhaitez qu'elle soit approfondie, avoir des expériences de praticiens, voilà, pour compléter?
Ça, c'est moi qui pose la question. Et n'hésitez pas à prendre la parole directement si vous souhaitez, plutôt que d'écrire dans le chat. On a fini les différentes présentations, Ouais. il n'y a pas de souci. Parce que ça nous aidera aussi à identifier un peu les thématiques pour les webinaires de l'année prochaine, de fin d'année. Ce qui peut rejoindre, comme le disait très bien Dylan, la question du sport en entreprise et de la pratique sportive pour les salariés. Je crois que Fabien a quelque chose à nous apporter comme complément. Ah, En fait, non, c'était pas. Je reviens en arrière, du coup, et je suis désolé, mais si quelqu'un veut poser une question qui me coupe tout de suite, c'était par rapport à votre question sur la typologie des pratiques ou des disciplines sportives par rapport à la santé mentale. Alors, on n'est pas allé aussi loin. Il y a des travaux qui sont faits sur. Je pense que qui se focalisent plutôt sur les conditions de pratique, les environnements de pratique, plutôt que sur les disciplines, même si sur certaines disciplines peuvent être plus ou moins à risque, se trouve alimentaire, ou disciplines qui jouent beaucoup sur l'image corporelle, etc. Voilà, donc il peut y avoir des conditions de pratique plus que la discipline en elle-même, en fait, mais qui peuvent éventuellement être soit facteurs de santé, soit au contraire plutôt nuire au bien-être ou à la santé mentale. Juste quand même pour répondre de manière générale, c'est que il faut se rappeler que, ça a été dit tout à l'heure aussi, mais les 2/3 des 11-17 ans en France sont en risque élevé de sédentarité. C'est-à-dire que les 2/3 des 11-17 ans n'atteignent pas les recommandations d'activité physique au niveau international. Je parle de la France, c'est une étude de l'ANSES 2020. Et donc déjà, si au quotidien, on arrivait à faire en sorte que les enfants, les adolescents, les jeunes puissent bouger plus régulièrement, à la fois par le sport, mais aussi par toutes les activités physiques quotidiennes, ça aurait des effets positifs sur leur bien-être, leur santé mentale. On a parlé tout à l'heure de réduction du stress. On a des écoliers qui sont parmi les plus stressés au monde dans les études qu'on peut faire. Sur aussi la réduction de symptômes. Voilà. Et puis à côté de ça, il y a toutes les pratiques sportives que vous développez au quotidien avec les enfants, avec les jeunes, et qui sont favorables globalement au bien-être, à la santé mentale, au développement des capacités, à l'épanouissement des enfants. Et on avait rencontré une étude faite au Québec qui disait que fallait bouger plus, oui, mais si c'était possible, bouger en se faisant plaisir et bouger ensemble, et pour essayer d'optimiser un peu les effets sur la santé mentale. Voilà. Mais je suis désolé, je suis revenu en arrière du coup. Mais il y a peut-être des questions du coup qui vont surgir. Pas forcément des questions, mais peut-être plus des commentaires. Donc Mélanie Roger qui nous dit: cela donne envie de faire la formation et peut-être qu'il serait bon de la rendre obligatoire pour tous, comme pour les formations colosse au pied d'argile, pour tous les encadrants du moins. c'est vrai, Il y a des liens entre les deux d'ailleurs. Hein. tout à fait. Quand on est victime de violences soit physiques, sexuelles, affectives, ou de harcèlement, etc., bien évidemment, ça a toujours des conséquences sur la santé mentale des jeunes. En tous les cas, ce qu'on peut dire aussi, c'est que notre étude, elle est très riche, avec beaucoup d'interventions, que évidemment, on n'a que balayé très superficiellement la substantifique moelle, si on peut dire,
et qu'on vous invite à aller faire pour que chacun il puisse y trouver son entrée en fait et aller fouiller un petit peu ce qui peut l'intéresser à un instant T et sachant que 8 jours ou 15 jours ou un an après, ce sera un autre aspect qui pourra intéresser. Donc c'est vraiment la liberté d'aller venir dans cette, de bouger dans cette étude aussi. J'en profite pour rebondir du coup sur ce que vous dites. Vous trouverez donc dans la conversation sur Teams donc le lien de la vidéo qui avait été évoqué par Monsieur Brissot et également le lien de l'étude. Donc voilà, si vous voulez naviguer et approfondir des sujets, n'hésitez pas. Génial. Encore merci de nous avoir permis de présenter cette étude et de pouvoir ainsi partager un certain nombre de constats, mais aussi d'ambitions. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous. On sait que le cross, c'est qu'en Bretagne, le mouvement sportif est sensible à la question de la santé, dans le sport et par le sport. Et que voilà, vous êtes très, très en avance déjà sur ces merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci Merci à à vous. vous pour vos interventions. Et puis du coup, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir vous souhaiter à tous une très bonne soirée et puis vous dire à une prochaine. Et on vous transmettra le diaporama. On vous invite à nouveau du coup à aller jeter un œil sur l'étude. Le lien est dans la description, la vidéo également. Et puis on vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci à tous. Merci, bonne soirée à vous aussi. Merci, bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir.